le premier point que vous notez dans le papier que vous avez fait pour Réforme, c'est l'abstention. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus, sur cette abstention, sur ses raisons, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou est-ce que c'est une grande ligne qui suit depuis de longues années? Comment vous analysez l'abstention relativement forte cette fois-ci? Vous avez déjà presque tout dit, Jean-Luc. C'est assez simple. Le niveau de l'abstention est spectaculaire. 52,5% des électeurs ne sont pas du corps électoral, n'est pas allé voter. Et ça, c'est quand même assez troublant. C'est une majorité absolue, là, en l'occurrence, de Français qui ont choisi de ne pas se rendre au scrutin. Et c'est extrêmement significatif. Alors, on va répondre tout à l'heure à la question des raisons, mais le constat lui-même est assez inquiétant pour la vie démocratique dans notre pays. Si les gens ne participent pas à l'acte fondateur de la vie démocratique, l'élection des représentants, etc., il y a un problème de fond de vitalité démocratique en France aujourd'hui. Alors, vous l'avez suggéré tout à l'heure, le phénomène n'est pas nouveau. L'usure a commencé il y a 30 ans, en tous les cas pour les législatives, et c'est quand même assez spectaculaire. C'est renforcé d'ailleurs depuis le début des années 2000 avec l'instauration du quinquennat qui fait suivre les législatives juste après la présidentielle, et ça c'est tendanciellement démobilisateur. Il y a tous ces effets-là. Mais il faut revenir quand même sur la campagne présidentielle puis la campagne législative. Ces deux campagnes ont été marquées par une distorsion entre les attentes des Français, les questions que les Français se posaient, leurs préoccupations et l'offre politique. On a vu en novembre, décembre, l'ensemble des partis politiques s'écharper sur la question de la laïcité ou la question de la sécurité, mais de manière proprement hystérique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la primaire des Républicains, c'était une bascule totale de la droite parlementaire sur des thématiques qui étaient largement empruntées à l'extrême droite. Donc on voit bien que là, en tous les cas, à l'hiver dernier, avant la présidentielle, l'offre politique était décalée par rapport aux préoccupations des Français, d'ailleurs repérées dans les sondages, la question du pouvoir d'achat, l'inflation, toutes les questions fortes de vie quotidienne. Cette distance de l'offre politique par rapport aux attentes profondes des Français est quand même un problème, et ça s'est renforcé à l'occasion des législatives, d'autant plus que la majorité présidentielle avait choisi d'éviter cette campagne. Elle n'a pas offert véritablement de débat à ses adversaires. Emmanuel Macron n'était pas beaucoup engagé. Les ministres étaient assez discrets. Enfin, il y a eu un grand silence majoritaire au moment de la campagne des législatives. Et les partis d'opposition avaient du mal à exister sans challenger précis, c'est-à-dire la majorité présidentielle. Mais quand même, les élections pour la présidentielle, le vote a été relativement correct. C'était pas aussi massif que maintenant, parce que ça a marché. Ouais. La présidentielle est une élection phare, mais je rappelle que la participation à la présidentielle était très faible pour une présidentielle. On retrouvait les scores de 2002 en termes de participation, ce qui était quand même très bas. 2002 avait été un point bas de la participation à l'élection présidentielle. Donc, il n'y a plus de mobilisation des Français à l'occasion des scrutins. On l'a vu à l'occasion des régionales ou des municipales. Le phénomène est global. Et moi, je pense que c'est une crise de l'offre politique. Aujourd'hui, les formations politiques ne sont pas capables d'interpeller les Français sur la base de propositions qui sont au cœur des préoccupations des Français. Je sais pas, enfin, est-ce que c'est si grave que ça? Quand on regarde les États-Unis, beaucoup d'autres démocraties, aux États-Unis, c'est à 50% des gens qui votent, hein, jamais plus, depuis des années. Est-ce que ce n'est pas aussi, finalement, inéluctable que la démocratie représentative n'intéresse pas tout le monde, quoi. Tu vois, mobilise pas tout le monde. La démocratie porte en elle-même son étiolement. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là du problème. Mais le comparatisme bute quand même sur ses limites. Il n'y a pas cette tradition de mobilisation citoyenne aux États-Unis comme elle existe en France. L'individualisme est dominant dans la société américaine et n'est pas particulièrement mobilisateur. Alors qu'en France, historiquement, quand même,
les campagnes électorales, les enjeux électoraux, la présidentielle notamment, étaient au cœur de la vie politique nationale et constituaient le socle de l'architecture politique et de la vie démocratique du pays. Et il y a un manque quand même, quand la majorité des Français ne se rend pas aux urnes, on ne peut pas considérer que c'est dans les standards des démocraties, des vieilles démocraties, ça pose un problème objectif à la société française en tous les cas. Mais cet individualisme américain, il est aujourd'hui français. Les gens vivent chacun. Quand on voit les sondages, les gens disent pour moi, ça va très bien, ma vie personnelle, elle est agréable, sympathique, mais politique, je ne supporte plus. Enfin, il y a une espèce de distorsion bizarre quand même. Il y a une appréciation du politique qui est très, très négative. Sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'à regarder, les gens n'y croient pas du tout. Il y a quelque chose qui s'est passé au fond de la société française quand même, par rapport à ça, non? Évoquer la montée de l'individualisme, c'est un vrai sujet. Quand même, la traduction politique de cette montée de l'individualisme, c'est la perte du goût pour le débat sur l'intérêt général, les choix de société. Et je plaiderais que c'est pas la crise principale est une crise de l'offre, parce qu'en France, il existe malgré tout un intérêt pour la politique et un désir pour la politique. Le problème, c'est celui de l'offre. Je maintiendrai qu'on pourrait, en transformant les débats, en vitalisant cette vie démocratique, amener les Français à plus s'impliquer dans les débats de société, d'intérêt général, que ce n'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un essoufflement démocratique et il faut trouver les remèdes à cet essoufflement. On ne peut pas balayer ça d'un revers de main en disant c'est une banalité de base. Non, il y a un vrai problème en France. D'accord. Alors, vous parlez de l'offre, mais quand même, l'offre est extrêmement diverse. Moi, je voyais dans mon secteur, il y avait 8 ou 10 candidats et il y a toutes les offres possibles aujourd'hui, non? Mais encore votre remarque est parfaitement juste. Il y avait dans certaines circonscriptions pléthore de candidats. Et même sur le paysage politique global, la tripartition, c'est-à-dire il y avait 3 blocs de force égale, Ensemble, NUP et Rassemblement national, regroupant en gros autour de chacun d'entre eux 20% des voix. Donc, on avait pratiquement 70 ou 60 à 75% de l'espace politique qui était concentré autour de 3 forces. De 3 pôles. 3 forces et quand même 3 pôles assez distincts dans leurs offres. Mais le discours des uns et des autres n'a pas été mobilisateur. Marine Le Pen a obtenu à la présidentielle 13 millions de voix, 41% au second tour. Donc, elle a réussi à rassembler, en tous les cas, autour de son nom, mais elle a été défaite. Et aux législatives, ça a dû avoir un effet déceptif pour les électeurs du Rassemblement national. La question est différente pour la majorité présidentielle. Emmanuel Macron a été élu très correctement à l'issue du second tour de la présidentielle, mais en refusant de faire campagne, en n'indiquant pas quels étaient les thèmes mobilisateurs du quinquennat qu'il allait inaugurer, il n'a pas réussi non plus à provoquer une forte mobilisation des soutiens. Le seul endroit où la mobilisation a été relativement forte, c'est du côté de la gauche qui a refait son unité entre la présidentielle et les législatives. Et ça a quand même créé une dynamique, puisque en pourcentage, la gauche qui était effondrée à la présidentielle, ou qui n'était pas en très grande forme à la présidentielle, se retrouve aujourd'hui à faire jeu égal avec la majorité présidentielle. Oui, mais alors... Ouais, mais par rapport à ça, quand on disait en janvier dernier, on faisait le total des gauches, on disait ils n'arrivent même pas à 25-26%, la gauche est dans les limbes, est complètement dans les choux. Sauf que c'est la même chose. La gauche unie à 26%, pas plus. C'est-à-dire, comment ils peuvent imaginer gagner le deuxième tour avec 26%? Il n'y a pas de réserve de voix. Votre remarque est très juste. C'est pour ça que la prétention de Jean-Luc Mélenchon à s'instaurer Premier ministre à l'issue des législatives est parfaitement démesurée. C'était un excellent slogan en campagne. C'était un slogan. Pour mobiliser,
mais en tous les cas qui ne correspond pas à une réalité politique. Et d'une certaine façon, il est fort peu probable que la NUP obtienne la majorité à l'issue du second tour. L'hypothèse la plus probable, c'est que la majorité présidentielle est la majorité. La question sensible et la bascule qui est en train de se produire, c'est qu'on ne sait pas si ça sera une majorité relative ou une majorité absolue. On peut dire une majorité relative, c'est déjà pas mal, mais sur le plan politique, ça change tout. Et franchement, ça ne sera pas un franc succès pour Emmanuel Macron s'il n'obtient pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale à l'issue du second tour dimanche prochain, pour une raison simple. La réforme institutionnelle dans les années 2000 qui a réduit le mandat présidentiel au quinquennat et qui a fait suivre les élections législatives immédiatement après la présidentielle, avait pour ambition et a parfaitement réussi son objectif, c'est d'assurer à tous les coups une majorité absolue au président de la République. C'est le cas. Cette réforme a été instituée. Là, pour la première fois, un président de la République élu très correctement n'est pas certain de la majorité absolue issue des législatives. Et ça, franchement, ce n'est pas un franc succès pour la majorité présidentielle. Après, on peut analyser les raisons. Et à mon avis, le refus de faire campagne entre la présidentielle et législative de la part de la majorité présidentielle a été une erreur considérable. Oui, en tout cas, ils ont pris trop de temps, c'était atone, et il ne s'est rien passé. Est-ce qu'on peut dire un mot sur la NUP, NUPES, je ne sais pas si on dit NUP ou NUPES. Qu'est-ce que c'est cette gauche? Est-ce que cette gauche, c'est la vieille gauche avec l'appel à l'État, tout ce que dit Mélenchon, ou est-ce qu'il y a un ressort différent autour de l'écologie, autour d'autres thèmes? Comment on analyse cette alliance gauche maintenant? Qu'est-ce que c'est cette alliance gauche? C'est fait, c'est le mariage de la carpe et du lapin. D'ailleurs, les partenaires ont pris grand soin de lister les points de divergence. Ouais. Je n'insiste pas sur l'Europe ou sur un certain nombre d'autres sujets comme le nucléaire, etc. Donc, cette force politique tient aujourd'hui à cause de la dynamique qu'elle a été capable de créer à l'occasion des législatives. Et comme les groupes resteront les groupes socialistes, écologistes à l'Assemblée, le maintien de cette unité sera très compliqué à garantir. D'autant plus que la personne de Jean-Luc Mélenchon, qui a su créer cette dynamique à la présidentielle, au premier tour de la présidentielle, et à l'occasion de ces législatives, en réunifiant la gauche dans la perspective de ces législatives, la personnalité de Jean-Luc Mélenchon est quand même très contestée dans son camp et chez les électeurs de la gauche. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour la NUP parce qu'ils voulaient gêner Emmanuel Macron. Ou alors l'unité, vous voulez l'unité quand même. Aux excès et aux incohérences aussi de Jean-Luc Mélenchon. Je passe sur les thématiques en politique étrangère, sur l'Europe. On ne peut pas être dans l'Europe et pas dans l'Europe en même temps. Ça, ce n'est pas possible. C'est clair. Alors, dans le papier que vous faites dans Réforme, vous donnez finalement un peu de note d'espérance à la fin, dans la mesure où on aura un Parlement tout à fait différent, où les thèmes qui vont être abordés seront différents, et il sera obligé, Macron, le président ne sera plus seulement se contenter de limiter l'impact de l'extrême droite, mais il va être obligé de dialoguer avec la gauche quand même. Et ça, c'est pas inintéressant. C'est la grande nouvelle de la séquence politique qu'on vient de vivre. Je suis assez sceptique quand on parle de tripartition du jeu politique. C'est vrai, à l'occasion de ces législatives, il y a trois forces, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, de puissance égale, à peu près 20 à 25% chacune, le Rassemblement national, NUP et la majorité présidentielle. Mais la recomposition est déjà en marche. Cette tripartition ne va pas durer. Le Front national aura certes un groupe à l'Assemblée nationale, il a augmenté ses voix, mais il aura certes vraisemblablement un groupe à l'Assemblée nationale, il a augmenté ses voix à l'occasion des législatives par rapport à 2017, donc il est objectivement plus fort. Mais il s'est fait ramir l'essentiel sur le plan symbolique, c'est-à-dire la place d'opposant principal. Cette place d'opposant principal,
pour des mois, voire des années qui viennent, sera tenu par Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Et ça aura pour conséquence de changer la nature du débat politique en France. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour Emmanuel Macron, pendant son premier quinquennat, il était extrêmement facile de dénoncer les extrêmes de l'extrême droite, les excès de l'extrême droite. Il était facile de stigmatiser Marine Le Pen et son programme bancal ou ses projets bancaux. Mais le problème devient beaucoup plus compliqué quand le fer sera porté par NUP, principal groupe d'opposition, sur la question des inégalités, sur la question du pouvoir d'achat. La stratégie d'évitement du pouvoir qui était à l'œuvre pendant le premier quinquennat sera beaucoup plus difficile à tenir pendant ce second quinquennat, compte tenu de la nouvelle configuration politique. Ce qu'on peut dire, et c'est relativement inquiétant pour la suite, c'est que la société française risque de traverser, après les législatives, de sérieux moments de tension, surtout si la majorité présidentielle veut installer ces réformes à marche forcée, je pense à la réforme des retraites, et d'autres projets aussi, qui cristalliseront des oppositions actives à l'Assemblée nationale. Et je rappelle que la France insoumise et ses alliés n'ont pas exclu de se faire aussi entendre dans la rue. Donc sur le plan climatologique, ce nouveau rapport de force n'assure pas une rente et un avenir tranquille et pépère à la majorité présidentielle. C'est une nouvelle donne. Le paysage politique en France est en train de changer. Oui, mais est-ce que ce n'est pas intéressant est-ce que ça ne va pas revivifier le débat parlementaire finalement? Est-ce qu'on ne va pas avoir un Parlement beaucoup plus actif et à la limite où Macron sera obligé de passer des compromis, enfin la majorité sera obligée. Est-ce que ce n'est pas intéressant ça, au fond? Si vous voulez, la chance d'Emmanuel Macron, c'est de disposer de cet aiguillon. Parce que, d'une certaine façon, la caractéristique de la politique de son quinquennat, alors qu'il avait annoncé et à droite et à gauche, était l'ambition de 2017 était une politique équilibrée. Son quinquennat a basculé sans cesse vers des mesures et des choix qui allaient dans le sens des préoccupations de l'électorat de droite. Donc, avec une gauche forte à l'Assemblée, peut-être qu'Emmanuel Macron sera conduit à réviser un peu les accents de sa politique, passer des compromis, accepter le dialogue. Il l'a d'ailleurs lui-même annoncé dans ses intentions, mais parfois il y a moins de la coupe aux lèvres. Et s'il ne fait pas cet effort-là, le scénario que je décrivais tout à l'heure risque de s'aggraver et de provoquer un certain nombre de tensions dans le pays. Bon, ok, mais on va finir sur une note plus positive quand même. Bien sûr, oui. La note la plus positive, c'est que la vie démocratique, malgré le niveau d'abstention, a déployé ses effets en France, l'élection présidentielle, les élections législatives, et je pense que même si cette abstention est forte, les ressources de mobilisation des Français, le sens de l'intérêt général, les préoccupations citoyennes restent des moteurs pour beaucoup de Français, même si beaucoup d'entre eux, je l'ai dit tout à l'heure, ont été déçus par la nature de l'offre politique. Il faut bien comprendre qu'en France, ce qui domine, c'est un désir de politique. Il n'y a plus qu'à faire correspondre l'offre politique à ce désir de politique. Les Français ont envie de s'engager, ils ne sont pas du tout repliés dans leur précaré. Il faut bien voir que cette absence d'engagement des Français actuellement est peut-être le produit de déception par rapport à ce que l'ensemble des formations politiques ont dit ou fait ces dernières années. Mais il y a de la ressource.